Bonjour, je fais aujourd'hui cette vidéo imprévue puisqu'habituellement j'ai lancé une série plutôt sciences et religion, une série donc de réflexion, car je pense qu'en enseignant à la fois l'histoire et l'histoire des religions, on éviterait beaucoup de problèmes dans nos sociétés. Et c'est le cas d'ailleurs actuellement avec ce qui se passe dans l'actualité, avec ce délire des racialistes. Parce que la police dans la rue, c'est quelque chose de très grave. Cela veut dire que si cela se poursuivait, il n'y a plus d'État français. Cela signifie qu'un général pourrait, s'il y avait encore une armée de circonscription en France, serait légitime à prendre le pouvoir, plutôt que de laisser le pays aller au chaos. Cela signifie qu'éventuellement, s'il y a un chaos, que le président Macron pourrait effectivement faire appel à un homme fort, reconnu des forces de police, et supprimer les élections pendant un certain temps, en attendant de rétablir un certain ordre et imposer sa politique. Donc je pense que personne n'a y gagné. Revenons un peu à ce délire des racialistes. Encore un abus de langage. Parce que racialiste, ça veut dire quoi? Racialiste, ils veulent l'égalité des races. On réclame l'égalité du droit des individus, quel que soit leur sexe ou leurs origines, ce qui n'est pas la même chose. Car en effet, il peut y avoir des inégalités qui peuvent être dues à différents facteurs. Soit effectivement, vous avez des personnes qui vont être plus adaptées à certaines situations. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. C'est un mot très subjectif qui ne veut rien dire. L'intelligence, anciennement, donc c'était parce que vous aviez une civilisation occidentale hautement évoluée au point de vue technique, et l'intelligence pouvait être mesurée par votre capacité à comprendre appréhender un certain niveau technologique, culturel, propre donc à cette civilisation, qui est basée sur des critères communs. Mais c'était donc dans une situation donnée. Quand il est plus juste de dire que vous pouvez avoir des facultés cognitives qui sont plus ou moins adaptées à telle ou telle situation, et que dans telle ou telle situation, certains individus seront plus ou moins adaptés, et donc ce ne seront pas toujours les mêmes en fonction de la société que nous aurons, qui se retrouveront en tête de peloton. Bien que, bien entendu, dans nos sociétés où il n'y a plus de sélection naturelle, la sélection peut effectivement se faire par le copinage. Donc là, ça me permet d'ailleurs de mettre une parenthèse. Lorsqu'on vous dit, oui, Karim et Stéphane, j'ai entendu ça, qui ont le même profil professionnel, pourquoi il va appeler Karim appelle, il ne sera pas pris, Stéphane sera pris? Mais je peux demander aussi pourquoi Karim devrait être pris mieux que Stéphane, car l'inverse se voit aussi. L'avantage dans une société minoritaire, surtout si elle est très revendicative, c'est qu'il y a un communautarisme, c'est-à-dire, et ça je l'ai vécu, et ça je l'ai vu, quand vous avez des personnes qui appartiennent à une communauté, que ce soit une communauté ethnique, que ce soit des liens politiques, religieux, peu importe, vous avez aussi un parrainage qui peut se faire. Quelque chose dont ne bénéficiera pas quelqu'un qui est tout simplement français et qui entend simplement qu'on respecte ses droits dans son pays. Et c'est ce qui explique que bien des Français de souche, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, sont dans des situations très défavorisées, et jusque-là, on ne les entendait jamais. Bien. Maintenant, je vais vous emmener un petit peu à faire un petit voyage au niveau géographique et au cours du temps.
revenons sur ce problème de racisme. Alors si on en croit donc les racialistes, les peuples européens sont coupables vis-à-vis des peuples colonisés, ils ont une dette envers eux, et ils devraient avoir des revendications, des droits spécifiques. Ils prétendent vouloir en fait une discrimination positive qui pourtant existe déjà. Alors, moi ce que je vais leur dire, si vous dites au peuple colonisateur, vous avez bénéficié de la colonisation et vous avez une dette envers nous, et bien de la même manière, je leur dis, vous avez été colonisés et vous avez une dette envers les peuples qui vous ont colonisés. Parce que si vous niez cette dette, si vous considérez qu'il n'y a pas eu de bénéfice à passer, pour certains, de la civilisation paléolithique à une civilisation industrielle, sans connaître toutes les étapes tristement malheureuses de toute l'histoire de France et d'Europe, avec ses guerres, avec ses massacres, avec une technique aussi qui a fait ses morts, si vous ne reconnaissez pas cela, c'est simple. À ce moment-là, restez logique avec vous-même. À ce moment-là, ça tombe bien, tiens. Les écologistes veulent lutter contre le CO2. Eh bien, replantons les forêts en Afrique. Et que tous ceux qui le désirent repartent en Afrique une sagaie à la main. Bon, j'exagère un petit peu. Effectivement, vous aviez en Afrique, avec l'arrivée des Européens, que ce soit au Mali ou avec l'Empire des Zoulous, plutôt des systèmes féodaux qui étaient en train de s'installer, qui correspondaient au Moyen-Âge féodal en Europe. Vous aviez, prenons le cas de Shaka Zulu. Shaka Zulu construisait un terrible empire. Il massacrait toutes les tribus. Il massacrait même les dissidents de sa propre tribu. C'était un homme intelligent et curieux. C'est pour cette raison qu'il avait pris par exemple la décision d'assassiner toutes les femmes à différents mois de grossesse pour étudier l'évolution des grossesses. Vous voyez, il est intéressé par la science. De la même manière, quand sa mère est morte, eh bien c'est un homme sensible, puisque voyez-vous, il a fait tuer un grand nombre de femmes, un peu dans tous les villages qu'il dominait, parce qu'il ne voulait pas être seul à pleurer. Voilà, voilà ce personnage tel qu'il était. Et donc cela a entraîné une migration vers l'Afrique du Sud qui était contrôlée par les Anglais, qui sont loin d'être des anges, qui ont donc reçu ces peuples, reçu même des Zoulous, et c'est ainsi que vous avez la population bantoue qui s'est développée en Afrique du Sud, sous la pression de Shaka Zulu, qui préférait donc la colonisation anglaise à la colonisation par un noir Shaka Zulu. Donc, voilà, il y a, comme disait un journaliste fort justement, l'histoire est complexe. Il n'y a pas les bons et les méchants, c'est l'histoire, et nous sommes tous le produit de cette histoire. Donc, si vous êtes des hommes du passé, retournez au passé, mais vous ne pouvez pas prétendre aux intérêts du présent. Parce qu'il y a aussi un problème, c'est que lorsque vous avez eu un bénéfice, que ce soit vis-à-vis de la médecine, du niveau de vie, d'éducation, notamment aussi aux populations qui sont migrantes, qui viennent en France avec un fort taux de natalité. Vous n'aviez plus l'équilibre qui est fait par les maladies, les épidémies, comme c'était le cas autrefois. Donc, au lieu de partir dans le délire colonial, ou bien vous réclamez de revenir avant et de revenir dans une société paléolithique, moi j'ai rien contre les gens qui sont cohérents avec eux-mêmes. Ou bien, c'est pas votre tasse de thé, et dans ce cas-là, vous aidez plutôt tous ceux qui ont du mal à s'intégrer dans notre société,
à commencer par le contrôle de la natalité, qui est le sine qua non pour pouvoir avoir une augmentation du niveau d'éducation d'une population et ses facultés à s'intégrer. On continue notre petite histoire, notre petit voyage à la fois géographique et temporel. Allons maintenant en Amérique. Alors en Amérique, très récemment donc, je viens de découvrir une partie de l'histoire de l'Amérique esclavagiste et abolitionniste. Alors en fait, donc, vous aviez initialement qu'un seul parti républicain, qui donnait donc les présidences, mais vous avez eu, ça je le savais déjà, une démarcation très marquée entre le nord industriel et le sud agricole. Et le nord avait besoin de main-d'œuvre. Et le sud, lui, avait une main-d'œuvre agricole nombreuse, qui étaient les esclaves africains. Donc, lorsque le nord devint abolitionniste, c'était une façon de pouvoir récupérer de la main-d'œuvre pour une industrie en développement qui avait besoin de main-d'œuvre. Mais le problème, c'est que dans les sociétés agricoles, on n'a pas eu pour autant une revalorisation des produits agricoles. Il n'était pas possible au sud d'être compétitif avec des salariés. Donc, les démocrates sont en fait des gens qui sont venus dans le sud pour défendre le sud contre le nord, car le sud s'appauvrissait, bien qu'état esclavagique, essentiellement agricole, il s'appauvrissait. Donc vous voyez, les choses ne sont pas aussi simples qu'il n'y paraît. Et ce même parti démocratique, qui s'est opposé dans un premier temps à l'abolition de l'esclavage, c'est celui-là qui, avec Roosevelt, va donner le Great Deal, c'est-à-dire une politique qui recherche la justice sociale et la lutte contre la pauvreté. Car on a beaucoup critiqué ce film, donc là très récemment on s'en est pris à ce film, Autant n'emporte le vent. Je me suis bien demandé pour quelle raison, et ensuite j'ai pensé que c'est peut-être parce qu'on voyait que l'esclavage avait différents visages. Et bien sûr, c'est pernicieux, mais quelqu'un qui vit dans une famille, qui est né dans une famille, qui est né esclave, il y a des liens, malgré tout, humains, qui se créaient entre les maîtres et les serviteurs. Ces liens pouvaient être abominables, mais dans certains cas, il pouvait y avoir une certaine solidarité. Et c'est vrai qu'il y avait en Afrique du Sud, il y avait des Noirs qui combattaient contre les nordistes, et il y avait un lien qui existait aussi, dans certains cas, je précise bien, qui est entre les maîtres et leurs esclaves pour ceux qui étaient des domestiques à la maison. Puisqu'il y a eu d'ailleurs, des métis, hein, et ces métis, tantôt ont été considérés comme des esclaves, tantôt avaient une certaine place privilégiée, une sorte d'intermédiaire. Là encore, c'était une société intermédiaire, ce n'était ni pire, ni mieux qu'une société féodale, non, peut-être même pas féodale, que la société française sous l'aristocratie, où vous aviez, même si à l'époque on va dire féodale, parce qu'à l'époque du servage, n'oubliez pas, vous aviez même le seigneur qui avait droit de vie et de mort sur son territoire, le paysan ne se mariait pas sans son consentement, et cela n'a pas empêché que vous avez eu tout au long de l'histoire des gens dévoués à certains nobles qui avaient certaines qualités humaines. On ne peut pas... c'est l'histoire qui peu à peu évolue. Sans l'esclavage, la civilisation
est apparu avec l'esclavage. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'a rien à voir avec la colonisation. L'esclavage, lui, il date de la plus haute antiquité. Il est lié à précisément au passage agricole. Au moment où on s'est dit, bah tiens, plutôt que de massacrer une cité que l'on prend, eh bien, on garde les individus en esclavage. Et puis, ensuite, on a vu des exemples où des esclaves étaient instruits et leur maître les émancipait. Et ils intégraient ainsi totalement la société, sans pour eux-mêmes remettre l'esclavage en question. Car on a vu à différentes époques d'anciens esclaves réclamer eux-mêmes des esclaves, qui était le meilleur moyen de montrer leur statut d'homme libre. Cela s'est vu en Perse. Cela s'est vu aussi, si on veut, dans une moindre mesure, comme au Libéria, quand vous avez eu les Noirs américains qui sont partis donc en Afrique, qui voulaient retrouver le paradis perdu, et qui se sont montrés terriblement despotiques, des colonisateurs terriblement despotiques, vis-à-vis de la population africaine autochtone. Donc, l'histoire est très complexe. En ce qui me concerne, je veux apprendre l'histoire, je veux qu'on connaisse l'histoire, pour que les gens comprennent quels sont les mécanismes sociologiques qui peuvent entraîner des perversions entre les relations humaines. Et non pas juger, stigmatiser des individus, car cela ne sert à rien, si ce n'est à faire proliférer la haine et les retours dans un passé qui sera pire que celui qui était auparavant. Soyez-en sûrs. Bien, je terminerai en disant que je suis désespérée. Désespérée d'avoir des hommes et des femmes politiques qui, du fait de la situation présente, ne peuvent rien faire d'autre que de rivaliser au niveau médiatique, sabrer l'autre dans l'espoir de sortir, et donc dépenser une énergie considérable pour essayer, espérer gagner des élections que d'autres s'entraîneront à leur faire perdre. Comme je sais les formidables défis auxquels non pas la France, non pas l'Europe, mais l'humanité aujourd'hui se trouve et se trouvera confrontée. Les enjeux sont énormes. Je ne vous parle pas d'appauvrissement, je vous parle de survie. Nous avons des grandes villes. Ce qui a sauvé l'homme jusqu'à présent, c'est que l'homme ancien était très mobile, il pouvait bouger. Nous avons des grandes cités, on l'a vu avec ce pauvre petit Covid-19, si une épidémie s'abat dessus, si un cataclysme sismique s'abat dessus, si une catastrophe de nos usines nucléaires vétustes vient qu'à arriver, nous ne sommes pas capables d'évacuer rapidement nos populations urbaines trop nombreuses. Nous allons vers la catastrophe. En vérité, je vous le dis, c'est la vie de vos enfants qui est en jeu. Au revoir.